Merci beaucoup de votre accueil. Donc Vanessa Cordoba, moi j'ai eu la chance effectivement d'être co-auteure de ce rapport, mais dans la vie quotidienne, je suis consultante dans un cabinet de conseil en stratégie, et on a développé, qui s'appelle CMI, et on a notamment développé une expertise autour des politiques publiques de soutien à l'innovation et aux écosystèmes locaux de croissance. On a notamment réalisé l'évaluation des pôles de compétitivité en 2008, et on accompagne également beaucoup de territoires sur leur stratégie de développement. Avant de commencer, je voulais juste dire que j'étais très contente d'intervenir aujourd'hui, notamment aussi devant un public d'étudiants qui sont un peu les managers publics de demain et les chefs d'entreprise de demain. Et comme on n'aura sûrement pas le temps pour des questions parce que l'après-midi est bien chargé, je voulais juste dire que je me tiens à disposition pour des questions par la suite, parce que je devrais partir tout de suite après à 5h. Parfait. On commence ? Oui. Si vous le voulez bien, pourquoi, selon vous, faut-il repenser la relation entre entreprise et territoire ? Alors, pourquoi ? Déjà, donc c'est la grande idée du rapport, c'est l'idée qu'il faut refonder cette relation entre entreprise et territoire. Et dans quel sens ? Dans le sens où elle doit être considérée de façon beaucoup plus stratégique que ça ne l'a été par le passé, et dans la mesure où elle doit s'inscrire, selon nous, dans la durée. Donc pourquoi stratégique ? Donc historiquement, on sait que les territoires ont constitué pour les entreprises des bases de production industrielle, donc avec plutôt derrière, on va dire, des enjeux de coût du foncier, de coût de la main-d'œuvre. Il y a aussi des entreprises qui ont développé des stratégies de responsabilité sociale et environnementale, comme on l'a vu, mais finalement, cette relation, elle était quand même assez indépendante. Enfin, il n'y avait pas une interdépendance peut-être aussi forte qu'il devrait y avoir aujourd'hui entre les entreprises et les territoires. Pourquoi ? Tout d'abord parce que l'économie a changé. On est dans une économie de la connaissance où le territoire devient un déterminant de la compétitivité des entreprises. Pour trois grandes raisons, il y en a plus, mais notamment 3 principales que je vais développer. Tout d'abord, la logique des clusters, dont a déjà parlé Jean-Pierre Vial, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais disons qu'aujourd'hui, pour être compétitive, une entreprise doit être innovante, et elle doit être innovante très vite et plus vite que ses concurrents. Et donc elle ne peut peut-être plus toute seule développer cette innovation. Elle est obligée d'être dans une stratégie d'innovation ouverte, où elle doit avoir accès à des communautés de gens créatifs, à des rencontres permanentes avec des gens qui ont des idées, et elle doit également pouvoir trouver dans le territoire des partenaires, des compétences pour développer cette innovation. Elle n'a bien sûr pas le temps de se dire « moi je vais recruter toute une équipe, je vais développer ». Elle a vraiment besoin d'avoir accès très vite à ces nouvelles idées et pouvoir les transformer en business. Et bon, il y a aussi d'autres raisons évidemment, comme le fait que se regrouper permet également par exemple à des PME de mutualiser des coûts de production, d'acquérir une taille critique qui les rend plus visibles et plus forts dans leur développement à l'international. Donc là, il y a vraiment un enjeu autour de cette logique de cluster. Et du coup, ça devient stratégique de savoir dans quel territoire on va s'implanter pour cette raison. La deuxième raison, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les territoires qui sont des communautés, qui sont des bassins de consommateurs, peuvent être aussi des marchés tests pour les entreprises et leur permettre d'accélérer la mise sur le marché de leurs produits et services. Je vous donne un exemple qui se passe en Limousin, donc ça me permet de vous dire au passage que tous les territoires ont du potentiel, que ce qui compte c'est vraiment l'intelligence collective sur ces territoires. Donc en Limousin, l'entreprise Legrand qui développe des systèmes électriques veut se lancer sur le marché du maintien à domicile des personnes âgées, avec des technologies qui permettraient à ces personnes de rester beaucoup plus longtemps chez eux et finalement, pourquoi pas, d'inventer la maison de retraite à domicile. Or, tous ces produits, on ne sait pas du tout si ça va être accepté par le marché, si les personnes en question vont réussir à les utiliser, si elles vont avoir envie de les utiliser, si on va trouver un modèle économique. Et donc là, le territoire est un vecteur de compétitivité dans la mesure où il dit Monsieur Legrand, je vous donne l'opportunité parce que j'ai confiance en vous et parce que tous ensemble, avec les CHU, avec les communautés d'utilisateurs, on va se mettre d'accord pour faire ça bien. Je vous propose de tester dans mon territoire vos solutions pour voir ensemble si ça marche et si ça marche, bien sûr, les déployer. Et enfin, dernier élément, c'est l'attraction des talents. Pour attirer des talents, les fameuses classes créatives de
Florida, entre guillemets, mais aussi des chercheurs de haut niveau, on est obligé aujourd'hui d'être dans des stratégies coordonnées entre des universités, des entreprises et des collectivités. Voilà, et de l'autre côté, l'entreprise 2 est devenue également un partenaire indispensable pour le développement des territoires. Pas parce qu'on doit gérer son territoire comme une entreprise, évidemment, mais parce que aujourd'hui, les collectivités sont confrontées à une crise des finances publiques où elles sont obligées d'être très stratèges sur l'allocation de leurs ressources et que avoir la vision des entreprises sur les marchés du futur, c'est très important pour elles, pour orienter leur soutien public à certaines filières, pour imaginer les formations sur lesquelles on doit investir, pour finalement rendre cohérentes toutes les politiques du territoire en fonction d'un objectif commun de conquérir des marchés et bien sûr de créer de l'emploi. Et c'est à cette échelle, dans la proximité, dans la confiance, que ces intérêts-là, publics et privés, peuvent vraiment converger. Voilà, évidemment, les collectivités, elles ont bien sûr besoin des entreprises pour inventer tous ces nouveaux services et produits dont on parlait, les gérants de technologie, mais aussi les services de mobilité dans les villes, les nouvelles formes d'énergie. Elles ont besoin des entreprises pour les expérimenter, les développer et offrir à leurs citoyens ces nouveaux services. Et enfin, on doit être aussi beaucoup plus dans des logiques de cofinancement à cause de cette fameuse crise des finances publiques. Et à partir de là, où est-ce qu'on en est en France ? Donc, avant de commenter ce schéma un peu barbare, je voudrais juste rappeler qu'il y a quand même en France beaucoup de belles histoires, beaucoup de success stories. Malheureusement, j'ai pas beaucoup le temps de vous raconter ces histoires que je peux rencontrer au quotidien en allant dans des territoires. Souvent, ces belles histoires, les ingrédients, c'est quand même un élu qui est un peu catalyseur, des industriels qui sont impliqués, qui ont envie de développer leur territoire, des universités dynamiques et performantes, un tissu de PME qui est dense et qui a envie d'innover. On retrouve ces ingrédients, par exemple, à Lyon, autour de Gérard Collomb et de toute la dynamique qui s'est enclenchée sur les technologies avec Biomérieux et avec l'État aussi qui du coup, subventionne toutes ces dynamiques. On le retrouve à Nantes, on le retrouve à Épinal, ici également, si j'ai bien compris. Donc il y a vraiment des ferments et des germes très intéressants de ces nouvelles dynamiques collaboratives. Maintenant, si on prend quand même un peu de recul, là, le schéma en question, ça vient d'une étude de la Stockholm School of Economics pour l'Observatoire des clusters européens. Et ça représente en fait les Strong Innovative Clusters, c'est-à-dire les clusters qui sont jugés, en tout cas c'est uniquement pour France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, les clusters jugés les plus forts, enfin clusters au sens large de l'écosystème dans un territoire, écosystème d'acteurs gravitant autour d'une même thématique. Et donc les clusters qui sont à la fois qui ont une taille critique, qui sont fortement spécialisés et qui font l'objet d'une forte concentration de ressources. Et ce qu'on observe, c'est que ces clusters, donc, qui ont 3 étoiles, entre guillemets, donc il y en a une trentaine en Allemagne, il y en a 18 au Royaume-Uni, il y en a 9 en Italie, et il n'y en a que 6 en France, en tout cas, qui ressortent sur cette cartographie. Ce qui ressort, évidemment, c'est l'Île-de-France, pour la taille de cet écosystème, avec notamment les services financiers. Et c'est Midi-Pyrénées, par exemple, qui est très spécialisé, qui a construit vraiment une spécialité visible à l'échelle européenne sur l'aérospatiale. Et en tout cas, je trouve que ça interroge parce qu'on se demande s'il n'y a pas quand même un manque à gagner en termes de compétitivité pour la France, et en tout cas vraiment un enjeu de renforcer ces écosystèmes locaux d'affaires et de croissance. Pour ce qui est de l'implication des entreprises dans la gouvernance stratégique des territoires, là aussi on voit qu'on est plutôt en retrait, et je vous expliquerai pourquoi, par rapport à d'autres pays comme le Royaume-Uni. Je vous raconterai un nouvel outil de gouvernance qui est une forme de conseil de compétitivité locale qui permet vraiment d'associer les entreprises aux décisions stratégiques sur le devenir et le développement des territoires. Donc, plusieurs facteurs d'explication à ce retard, entre guillemets. Tout d'abord, la forte, historiquement, on est un pays quand même très centralisé, et en tout cas, à titre personnel et puis dans le rapport, on a identifié que c'était sans doute un élément d'explication. Le budget des régions françaises est 10 fois moins important que celui des Länder allemands. Or, on a vu que c'était quand même à cette échelle qu'on pouvait penser des stratégies de développement performantes de création de croissance et d'emploi.
La territorialisation en stylo des politiques, on en a parlé tout à l'heure, c'est la fameuse question du millefeuille. Donc pour nous, ce qui est embêtant, c'est pas qu'il y ait plusieurs feuilles, de millefeuilles, c'est plutôt qu'il y ait un manque de convergence et d'alignement stratégique entre l'ensemble de ces acteurs. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que chaque ministère territorialise ses politiques, enfin chaque niveau institutionnel, donc les départements, les régions, les métropoles, les ministères, donc d'un côté vous avez la DATAR qui fait les graphes d'entreprise, vous avez donc la DG6 avec les pôles de compétitivité, donc les régions ont leur cluster, le ministère de l'enseignement supérieur a maintenant des instituts de recherche technologique, avec souvent des objectifs un peu différents, plutôt recherche, plutôt aménagement du territoire, plutôt compétitivité. Donc tout ce petit monde-là ne tire pas forcément dans le même sens. Et il y a peut-être là un manque d'intelligence collective, en tout cas un manque de convergence des intérêts. Il n'y a pas de but commun, pas de projet commun. Il y a évidemment des exceptions, hein, je te le dis. Et enfin, peut-être une dernière raison, ça peut être que les grands groupes, les entreprises ne sont pas forcément non plus bien organisées pour permettre cette collaboration à l'échelle ce partenariat à l'échelle des territoires. On a quand même historiquement aussi une centralisation des fonctions, la fonction stratégie des grands groupes. Et dans les territoires, on retrouve donc soit des sites de production, soit des centres de recherche et développement, soit des personnes qui sont là pour faire le lien avec les collectivités, qui font du lobbying, de la communication, pourquoi pas aussi de la responsabilité sociale et environnementale, mais on n'a pas des gens qui réfléchissent à la stratégie combinée pour développer la compétitivité de l'entreprise et du territoire. Quelqu'un qui serait capable aussi de faire venir, par exemple dans les pôles de compétitivité, d'autres fonctions que la recherche et le développement. Le marketing, le design, les achats. Il y a énormément de fonctions d'entreprise qui doivent être impliquées dans ces nouvelles stratégies d'innovation et de croissance à l'échelle des territoires. Et la deuxième grande raison, c'est la culture française qui, c'est vrai, ne facilite pas ce type de collaboration. Il y a quand même historiquement un peu une défiance entre le monde public, les collectivités, et le monde privé des entreprises. Donc l'entreprise, c'est parfois vu comme un peu le grand méchant, c'est celui qui délocalise. En même temps, on veut quand même la séduire pour qu'elle vienne dans notre territoire. La collectivité, c'est les bureaucrates. Enfin voilà, il n'y a pas forcément une image positive de part et d'autre, et en tout cas, il n'y a pas forcément d'habitude à collaborer. Encore une fois, tout ce que je dis est global, et bien sûr, il y a des exceptions, heureusement, dans beaucoup de territoires où ça se passe très bien et où les gens, parce que les hommes aussi comptent beaucoup dans ce processus-là, les gens collaborent. Fort de ce constat, est-ce qu'on peut en venir à vos recommandations, peut-être à vos conseils? Je sais que vous en aviez listé une quinzaine, on ne va pas tous les lister, mais pour vous les plus parlants. Voilà. Effectivement, dans le rapport, il y a 15 propositions à adapter, bien sûr, à l'ADN local de chaque territoire. Je voulais juste faire un zoom sur 4 d'entre elles qui me semblent particulièrement intéressantes. Ça me donnera l'occasion aussi de raconter des histoires plus concrètes qui se passent en France ou dans d'autres territoires. Donc notre première recommandation, c'est vraiment l'idée de dire il faut faire des sortes de conseils, entre guillemets, conseils de compétitivité locaux, entreprises, territoires. Il faut que les entreprises soient impliquées dans les orientations stratégiques de développement du territoire, parce qu'elles ont une bonne vision des marchés porteurs pour le territoire. Et évidemment, le développement du territoire ne se limite évidemment pas à l'économie et au marché, mais disons que c'est une composante importante. Et donc là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas qui ne serait sans doute pas transposable tel quel en France, mais qui est intéressant, qui s'est créé au Royaume-Uni. C'est les Local Enterprises Partnerships. Ça a remplacé les agences de développement économique. Et donc ce sont des conseils de compétitivité locaux qui sont majoritairement composés d'entreprises, qui comprennent aussi bien sûr des élus, qui sont présidés par un chef d'entreprise et qui sont chargés par l'État, donc qui les rémunère pour ça, d'élaborer des stratégies de développement global du territoire, donc dans tous les domaines. Et ça, on a vu que ça permettait, avec l'exemple de Sheffield City Region par exemple, qui est un peu une success story, de lever aussi beaucoup de financements privés pour investir dans le développement du territoire. Deuxième idée, c'est d'essayer de converger à l'échelle des territoires
sur des stratégies communes. Alors dans notre rapport, on a appelé ça des buts de guerre. Évidemment, il ne s'agit pas de faire la guerre, mais disons, est-ce qu'on peut avoir un alignement stratégique entre l'État, la région, le département, la métropole, les entreprises, les académiques, autour de buts communs qui seraient des marchés à conquérir collectivement pour la croissance et le développement de l'emploi dans le territoire. Et donc là, il y a des territoires qui ont développé des choses assez intéressantes, notamment, donc là c'est la région Nord-Pas-de-Calais qui a créé son observatoire des marchés du futur. Donc c'est pas du tout une nouvelle structure, ça coûte vraiment pas cher, c'est 20 000 € par an. Et c'est plutôt des conférences où ils font venir des gens, des industriels par exemple. Il y a le directeur de la prospective de Renault qui était venu, des managers publics, et pour discuter ensemble des marchés du futur et de comment les acteurs locaux pourraient se les approprier ou essayer de les conquérir collectivement. La proposition numéro 5 du rapport, c'est l'idée de concevoir des partenariats, voire des marques employeurs-territoires pour attirer les talents. Donc ça, là, je n'ai pas d'exemple précis à vous montrer parce que je pense que c'est encore assez prospectif. Il y a eu des tentatives à la Défense, en ce sens, par exemple, pour coordonner, pour essayer les entreprises étaient toutes mises d'accord entre elles de décaler les horaires, par exemple, d'arrivée, parce qu'il y avait un gros problème de congestion des transports publics et c'était une source de manque d'attractivité pour ce territoire-là. Donc plus globalement, ce qu'on imagine qui pourrait se faire, c'est un vrai partenariat où chacun s'engage, donc l'entreprise s'engage sur les conditions de travail, avec l'enjeu d'attirer des classes créatives aussi, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est par exemple les 20% de Google, c'est des pratiques managériales qui peuvent être complètement modifiées. Là, l'image, c'est un truc de golf sur le toit de Google à Toronto. En tout cas, les entreprises, c'est prouvé, peuvent faire beaucoup de choses pour attirer ce type de talents et d'intrapreneurs qui vont être ensuite des moteurs, des sources d'innovation dans les entreprises. Et puis, il y a aussi une théorie qui dit que le talent attire le talent. Donc après, il y a un cercle vertueux aussi qui s'enclenche dans le territoire. Donc au-delà des pratiques managériales, il y a tous les services aux salariés, création d'entreprise, conciergerie, tout ce qui concerne les règlements intérieurs aussi, donc pourquoi pas les horaires de travail, ou le fait de donner la permission aux salariés de télétravailler pour éviter de faire trop de déplacements, etc. Quant à la collectivité, elle a un gros travail à faire sur les conditions de vie, avec une offre urbaine de qualité, avec des welcome packages, voire elle peut même proposer de mettre ses services à disposition des entreprises pour aller chercher des compétences rares et collectivement être dans une stratégie gagnant-gagnant de ce type. Il y a des actions, par exemple les espaces de coworking qui sont un peu des nouveaux lieux justement pour éviter aux salariés de faire trop de déplacements ou à des entrepreneurs de travailler chez eux dans la solitude, mais de pouvoir se regrouper dans ces espaces pour travailler ensemble. Là, c'est clair que ça implique à la fois la collectivité qui peut financer l'immobilier pour ces nouveaux espaces, mais ça implique aussi les entreprises qui doivent peut-être changer leur culture interne pour autoriser leurs salariés à télétravailler. Voilà. Et enfin, la dernière proposition du rapport, elle est sur le fait de co-investir, l'idée d'un co-investissement public-privé dans le capital territoire. Et pour nous, ça va vraiment bien au-delà de la responsabilité sociale et environnementale. On est vraiment sur une logique de retour sur investissement pour la notoriété de l'entreprise, mais pas seulement, aussi pour sa compétitivité. Et donc là, il y a plusieurs façons de faire des choses qui se font déjà, là il n'y a rien de nouveau, mais une politique d'achat local, par exemple, pour un grand groupe, l'idée de prioritairement investir dans un tissu de sous-traitant local pour le faire monter en compétences, ça, les Allemands sont très très forts là-dessus et ça a prouvé son efficacité. C'est la même chose pour la collectivité, qui par sa politique d'achat local, d'achat innovant, peut complètement favoriser la montée en puissance des startups et des PME locales du territoire. Le mécénat de compétences, donc c'est comment des grands groupes peuvent mettre à disposition de PME ou de collectivités publiques des compétences. Il y a le pôle de compétitivité systématique qui fait ça très très bien avec un dispositif qui s'appelle Pass Compétences. Et donc les pôles sont un outil privilégié et très intéressant pour mener ce type d'échanges vertueux. Et puis enfin, pourquoi pas des fonds d'investissement locaux, qui soient corporate ou public-privé, comme on le fait déjà dans des pays en développement à l'étranger. Pourquoi ne pas le faire dans les territoires pour financer la création d'entreprises innovantes
vente, la formation, des bourses de jeunes talents, des clusters. Ça se fait déjà sans doute, mais on pourrait le faire encore beaucoup plus. Et c'est sûr que ça aura un impact sur la transformation du territoire et d'en faire une vraie source de compétitivité pour l'entreprise. Voilà, et donc je voudrais juste terminer par cette idée qu'on pense vraiment que tous les territoires ont des atouts. On connaît beaucoup de clusters en Île-de-France aussi qui ne fonctionnent pas alors qu'ils ont tous les ingrédients, ils ont toute la masse critique, ils ont toute la recherche, ils ont tous les grands groupes, mais ça ne marche pas, la mayonnaise ne prend pas, alors qu'en Limousin ou dans d'autres territoires qui sont a priori moins favorisés, moins dotés, ça fonctionne. Et on pense que c'est vraiment l'intelligence collective et que c'est bien plus une question d'organisation, de confiance, de gouvernance qui peut faire la différence.